Voilà, je vais faire quelques enregistrements pour la lecture de la 7e tablette pour demain et les jours qui vont suivre. Alors, dans la 7e tablette, on voit que Adamu et Tiamat ont des enfants puisqu'ils sont de retour dans l'Absu. On y voit aussi les naissances des petits-enfants d'Enlil, les jumeaux Utu et Inanna. De nouveaux enfants naissent parmi les Anunnaki sur Terre. Les habitants de la Terre et de l'Amu souffrent des changements climatiques. L'approche de Nibiru s'accompagne de bouleversements. Enki et Marduk explorent la Lune et découvrent qu'elle n'est pas habitable. Enki détermine les constellations et le temps céleste. Amer au sujet de son propre sort, Enki promet la suprématie à Marduk. Anu confie le commandement d'un nouveau spatioport à Utu au lieu de Marduk. Et Enki rencontre deux femelles terriennes et s'accouple avec elles. L'une d'entre elles lui donne un fils, Adapa, l'autre une fille, Titi. Gardant leur lien de parenté secret, Enki les élève comme des enfants trouvés. Adapa, extrêmement intelligent, devient le premier homme civilisé. Adapa et Titi s'accouplent et ont deux fils, Caïn et Abaël. Voilà pour la 7e tablette, son résumé. Alors, on en vient à la lecture, à la page 119. Qu'ils soient expulsés dans l'Absu, loin de l'Édine, s'écria Enlil. Adamu et Tiamat retournèrent donc dans l'Absu, comme je disais au début. Enki les mit dans un enclos au milieu des arbres et les laissa faire plus ample connaissance. C'est avec joie qu'il vit le travail de Ninjisida se concrétiser. Tiamat attendait un enfant. Nima vint pour observer l'accouchement. Un garçon et une fille. Des jumeaux virent le jour. Nima et Enki observèrent les nouveau-nés avec émerveillement. Ils les regardaient grandir et se développer. Il se passait autant en un jour qu'en un mois. Les mois passèrent, puis les années. Alors qu'Adamu et Tiamat avaient d'autres fils et filles, les premiers se reproduisaient déjà. En moins d'un char, les terriens avaient proliféré. Les travailleurs primitifs étaient capables de comprendre ce qu'on attendait d'eux. Ils avaient envie de côtoyer les Anunnaki, ils travaillaient dur pour gagner leur ration de nourriture. Ils ne se plaignaient ni de la chaleur, ni de la poussière, ni de la pénibilité du travail. Les Anunnaki de l'Absu étaient soulagés de leur dur labeur. L'or si vital pour Nibiru continuait d'affluer et l'atmosphère de la planète se rétablissait lentement. La mission Terre fonctionnait à merveille. Union et naissance étaient également célébrées parmi les Anunnaki, ceux qui des cieux vinrent sur Terre. Les fils Enlil et d'Enki épousèrent sœurs, demi-sœurs et guérisseuses. Leurs enfants naquirent sur Terre. Leur cycle de vie nibérien était raccourci par l'influence des circuits terrestres. À l'âge où les petits nibériens portent encore des couches, les petits Anunnaki étaient assez grands pour courir. À l'âge où les petits nibériens rampent, les petits Anunnaki couraient. La naissance des jumeaux de Nannar et Ningal fut particulièrement célébrée. Il y avait une fille et un garçon que Ningal appela Inanna et Utu. Ils faisaient partie de la 3e génération d'Anunnaki sur Terre. Les descendants des dirigeants reçurent des tâches. D'anciennes tâches furent partagées entre les jeunes pour les faciliter. De nouvelles tâches furent créées. Sur Terre, les températures devenaient plus clémentes. La végétation était luxuriante. Les créatures sauvages se multipliaient. Les pluies se faisaient plus fortes, gonflant les rivières et abîmant les demeures.
Sur terre, la chaleur se faisait plus forte. Les régions blanches comme neige fondaient et se transformaient en eau. Les rivages ne pouvaient pas contenir les océans. Des profondeurs de la terre, les volcans se mirent à cracher du feu et du soufre. Le sol tremblait, la terre tremblait. Dans le monde du dessous, là où la terre est couleur de neige, des grondements se faisaient entendre. À la pointe de l'Absu, Enki construisit un observatoire qu'il confia à son fils Nergal et à l'épouse de celui-ci, Ereshkigal. Quelque chose d'inconnu, quelque chose de mauvais sous la surface, dit Nergal à son père. À Nubruki, là où se trouve le lien ciel-terre, Enlil observait les circuits célestes. Il les comparait avec les mouvements célestes des tablettes de la destinée. Il y a du désarroi dans les cieux, dit-il à son frère. Marduk se plaignait à son père des vents qui perturbaient la mue, soulevant des tempêtes de poussière. Il se passait des choses dans le bracelet martelé. Du soufre tombait sur terre depuis les cieux. Des démons dévastent tout sur leur passage, se précipitent sur la terre, prenant feu lorsqu'ils entrent en contact avec son atmosphère. C'était la nuit en plein jour. Ils s'écrasaient de toutes parts, accompagnés de tempêtes et de vents mauvais. Kingu, la lune de la terre et la mue furent aussi frappés. Le visage des trois planètes était couvert d'innombrables cicatrices. Enki et Enlil alertèrent Anu et les savants de Nibiru. La terre, la lune et la mue sont en proie à une catastrophe. Les paroles des savants ne parvenaient pas à apaiser les chefs. Dans les cieux, la famille du soleil se déplaçait. Les êtres célestes choisissaient leur place. Dans les cieux, Nibiru s'approchait du soleil, mais se laissa distraire par la 7e planète, la Terre. Elle manqua le passage dans le bracelet martelé, déplaçant les rochers. Sans la barre céleste, Lamu et Mumu étaient tapis près du soleil. Sous la barre, sans la barre, Dans les lieux, Lamu, dans les cieux, Lamu, abonnait sa glorieuse demeure. Dans les cieux, la Amu a abandonné sa glorieuse demeure. Attirée par Nibiru, le roi céleste, elle souhaitait devenir reine. Pour l'en empêcher, Nibiru fit apparaître un monstrueux démon depuis les profondeurs. Le monstre, ayant appartenu à l'armée de Tiamat, façonnée par la bataille céleste, sortit des profondeurs, tiré de sa torpeur par Nibiru. Il s'étirait depuis l'horizon jusqu'au milieu des cieux comme un dragon flamboyant. Sa tête mesurait 1 lieue, il faisait 50 lieues de long, et sa queue était impressionnante. Il assombrit le ciel de la terre en plein jour, volant la face de la lune pendant la nuit, voilant la face de la lune pendant la nuit. La Amu appelait à l'aide ses frères célestes. « Qui arrêtera ce dragon? Qui le tuera ?» demandait-elle. Seul le vaillant Kingu, ancien protecteur de Tiamat, lui répondit. Se précipita sur le chemin du dragon pour l'intercepter. Le combat fut violent. Une tempête de nuages se déclencha sur Kingu, qui trembla sous l'impact. Puis les cieux s'apaisèrent. Nibiru reprit le chemin des profondeurs. La Amu n'abandonna pas son poste. Les missiles de pierre cessèrent de pleuvoir sur terre et sur Lamu. Enki et Enlil se réunirent avec Marduk et Ninurta pour analyser les dégâts. Enki observa les fondations de la terre, examinant ce qui avait changé. Il mesura la profondeur des océans, scana les montagnes d'or et de cuivre qui se trouvaient dans les régions les plus à l'est. Il annonça qu'il n'y aurait pas de pénurie d'or. Ninurta alla enquêter dans les dînes, montagnes et vallées avaient tremblé. Il s'éleva à bord de son vaisseau personnel et voyagea.
La piste d'atterrissage était intacte, mais un liquide brûlant se répandait dans les vallées du nord. Ninurta rapporta ce qu'il avait vu à son père. Il avait découvert les brumes sulfuriques et le bitume. D'après Marduk, l'atmosphère de Lamu était endommagée. Les tempêtes de poussière gênaient le travail et la vie quotidienne. Il révéla à son père qu'il désirait rentrer sur Terre. Enlil reprit ses anciens plans et reconsidéra les tâches de chaque ville. Il annonça aux autres qu'un spatioport devait être construit dans l'Édine et leur montra les anciens plans tracés sur une tablette de cristal. Nous ne sommes plus certains de pouvoir compter sur Lamu. Nous devons être capables d'aller directement de la Terre à Nibiru, leur dit-il. 80 chars s'étaient écoulés depuis le premier amérissage. Voilà pour la première partie de la 7e tablette.